Très bien, merci. Et vous? Bah, super. Alors, le déconfinement, comment ça se passe? Racontez-moi un peu pour les internautes. Bah écoutez, on a eu un week-end de l'Ascension en Haute-Savoie qui a été plus ou moins beau, mais globalement avec des belles journées. Et puis moi, j'ai pu aller me rendre compte un peu sur le terrain de comment ça se passait. Un déconfinement globalement où les gens font quand même attention. Le port du masque, on le voit beaucoup dans les commerces, moins dans la rue, et c'est tout à fait logique. Et puis sur les pratiques nautiques, alors au bord du lac d'Annecy, au bord du Léman, des choses qui sont quand même très bien passées ce week-end. Alors, les pratiques nautiques sont autorisées, sauf les baignades, il me semble, hein. Alors, la nage sportive est autorisée, toutes les pratiques de loisirs, hein, le Tout ce saut qui n'est pas statique, en fait, hein. est statique et qui implique la baignade. Alors, je sais que pour les familles, notamment pour les parents, c'est quelque chose qui est un vrai crève-cœur. Mais bon, on espère que dans les jours et semaines qui viennent, on pourra avoir de nouveaux assouplissements. En tout cas, sachez qu'on est mobilisé sur ce sujet-là avec mes collègues parlementaires pour faire en sorte qu'on adapte au fur et à mesure les habitudes sociales à la réalité de l'épidémie. Loïc Hervé, monsieur le sénateur de Haute-Savoie, vous montez à Paris, comme on dit, hein, montez à Paris le mardi, mercredi et jeudi, me semble-t-il. C'est ça pour discuter des lois. C'est ça, je prends la route ce soir pour Paris, puisque nous avons une semaine extrêmement chargée avec une nouvelle habilitation pour le gouvernement à légiférer par ordonnance. Donc ça va être voté entre demain et jeudi. Et puis un débat au Sénat mercredi soir sur l'application Stop Covid et aussi un débat sur le numérique et la lutte contre l'épidémie, qui sont des sujets très importants et qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors, monsieur le sénateur, expliquez-nous cette nouvelle application qui va certainement être mise en service autour du mois de juin. Alors, le gouvernement souhaite depuis longtemps maintenant mettre en place une application de traçage social qui permettrait aux personnes qui ont été en contact avec des personnes contaminées de pouvoir être prévenues par cette application. Bon, la France fait un choix souverain, c'est-à-dire qu'elle développe elle-même son application quand d'autres pays ont fait plus confiance aux GAFA, Google, Apple notamment, ce qui pose d'autres difficultés d'ailleurs. Moi, je suis très réservé sur cette application parce que elle va arriver très tard. Elle suppose une architecture centralisée, c'est-à-dire que ce sont des informations qui remontent depuis les terminaux mobiles vers une infrastructure centralisée, ce qui n'est pas du tout le cas des autres applications dans le monde. Ces applications ont été un échec en Autriche, ont été un échec à Singapour, elles ont été abandonnées en Angleterre et bon, les Allemands essayent de regarder avec Google et Apple ce qu'ils peuvent faire. Mais en réalité, cette application, si elle avait été utile, elle l'aurait été au moment du confinement. Alors, pourquoi le gouvernement français s'obstine? Quelle est la raison, monsieur le sénateur? Moi, je crois qu'il y a une volonté, ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'avoir dans la stratégie de déconfinement un outil numérique qui permet de rassurer nos compatriotes. Moi, ce que je dis en toute honnêteté, c'est que ce qui protège les Français, c'est l'application stricte des règles sanitaires. Et l'application en soi, elle ne va pas dans le mauvais sens, mais elle ouvre le champ euh, de la technologie à un moment qui n'est plus, à mon avis, le bon pour répondre aux urgences épidémiques. C'est-à-dire il aurait dû falloir faire, je ne sais plus comment on dit, il aurait fallu faire, pardon, c'est compliqué le matin, lundi matin, il aurait fallu faire, il se moque de moi, monsieur le sénateur, il aurait fallu faire l'application. Ça m'arrive aussi. Comment? Ça m'arrive aussi. Voilà. Au mois d'avril ou mai, c'est ça en fait que vous dites? Alors, l'application n'était pas du tout prête même pour le mois de mars. Honnêtement, Oui. du tout. Ça demande beaucoup de travaux, de recherche. Et on va utiliser le Bluetooth. Et le Bluetooth n'est pas du tout fait pour faire du traçage social. Donc, même aujourd'hui, il y a encore des bêta-testeurs qui ont essayé d'utiliser cette application. Il y a eu des hackers qui ont été payés par le gouvernement pour essayer de voir si l'infrastructure était solide. Fiable. Simplement, elle l'est. Mais en Corée du Sud, qui est un pays qui a appliqué cette stratégie avec une application non pas de traçage, mais même de tracking. C'est-à-dire qu'on est allé vraiment suivre les gens qui étaient contaminés. Ils l'ont fait en parallèle d'une forme de confinement. Donc, c'est vraiment un choix technique
politique qu'il fallait faire si on le faisait beaucoup plus tôt. J'aurais pas été emballé beaucoup plus, hein, pour être très clair et très honnête. À cause de la transmission des données, monsieur le sénateur? Évidemment, une fois qu'on aura conçu ce type d'application, qu'on les aura mis dans les terminaux mobiles, que sont les iPhones, les différents smartphones et ordiphones que les Français possèdent, ce sera forcément des applications qui seront mises par défaut. Et donc, on l'utilisera à d'autres fins. Et on trouvera ça très bien pour lutter contre le terrorisme. Et donc, moi, ma crainte, c'est que aujourd'hui, c'est fait pour lutter contre une épidémie. Mais demain, ça peut être fait pour lutter contre des mouvements sociaux, contre le terrorisme, etc. Et à chaque fois, moi, mon rôle de parlementaire, c'est que nous gardions la main sur les finalités. La CNIL, dont je fais partie depuis maintenant un peu moins de 6 ans, est une institution qui protège les Français de la collecte de données personnelles. Cette protection-là, c'est la vie privée des gens qui est en cause. Et évidemment, on protège forcément davantage les honnêtes gens que les personnes qui voudraient détourner ce type de choses. Et puis, moi, je ne sais pas, dans mon pays, si un jour, des gens moins démocrates que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir puissent prendre le pouvoir. Et alors là, ils n'auront plus qu'à utiliser un système qui sera complètement... Pour savoir à quel moment on va au marché, à quel moment on va voir des amis. Ça fait peur un petit peu quand même, cette traçabilité. Hein. Alors, si vous voulez, sur cette application-là, je pense qu'il y a un certain nombre de garanties qui sont apportées et que les avis de la CNIL, les observations des parlementaires font que le gouvernement va faire attention. Mais c'est la logique, en fait, qui est, pour moi, la plus dangereuse, c'est que pour lutter contre quelque chose, contre un péril... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, monsieur le sénateur, pour remplacer cette application? Ah, mais moi, je pense que la question, on va avoir au Sénat une commission d'enquête qui va être créée, qui va permettre de remonter tout le fil de la gestion de crise. La question des masques, la question de l'application des gestes barrières, la question, par exemple, de l'annulation d'un certain nombre de grands événements. On a maintenu le salon de l'agriculture, c'est une bonne chose, on est tous attachés aux agriculteurs, et moi en particulier, mais est-ce qu'il ne fallait pas, alors que d'autres pays annulaient de grands rendez-vous, etc. Donc, c'est une question de gestion de crise beaucoup plus drastique. Moi, je pense qu'on ne pouvait pas, vu l'explosion du cluster de Mulhouse, on ne pouvait pas échapper au confinement strict. Et d'ailleurs, il est remis en cause aujourd'hui et je trouve ça très dangereux parce que… C'est la France, c'est toujours après coup, si on avait su… Entre guillemets, il n'y a que 30 000 morts, mais c'est considérable, 30 000 morts. C'est énorme. Probablement plus de 100 000 morts avec ce confinement. Donc, faut que les Français, et dans la période de crise économique et de conséquences économiques qui va arriver, il faut qu'on ait en tête ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Et se dire qu'il n'y avait pas d'alternative en réalité. Exactement. Donc, vous, l'application, donc elle arrive un petit peu tard, il faudra laisser tomber et continuer les distanciations sociales. Ça nous mène à la réouverture comme on dit, des restaurants, des cafés, des bars pour le 2 juin, semble-t-il. Si la date est exacte, en prévision. Hein. Alors, normalement, en zone verte, on devrait avoir une réouverture des cafés, bars et restaurants, et ainsi qu'il y a tout un tas d'activités qui se rapprochent. Hein, je pense notamment aux salles de sport. Beaucoup les salles de sport vont rouvrir également. C'est une des questions, mais on est très, très souvent alerté par les propriétaires de ces salles qui veulent rouvrir. Évidemment, cette réouverture se fera uniquement dans le cadre d'application de procédures qui sont d'ailleurs actuellement en cours d'élaboration pour qu'on ait un respect de la distanciation sociale. Tant que le virus n'est pas éteint ou qu'il n'est pas vraiment derrière nous, ou qu'on n'a pas eu traitement ou vaccin qui nous permet de lutter contre lui. Donc, à Genève, les Suisses ont fait le choix d'une ouverture le 11 mai, un certain nombre d'établissements. Voilà, il suffit d'aller voir ce qui se fait à l'étranger pour se dire qu'il y a une possibilité. De toute façon, c'est vital pour ce secteur de l'économie. Hein. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt strict depuis le début du confinement. Ça se prolonge avec le déconfinement jusqu'à aujourd'hui. Ça se prolongera sans doute jusqu'au 2 juin en zone verte. Il y a vraiment urgence parce que ça va être très compliqué, même si on rouvre le 2 juin.
D'accord. Et là, on aura Loïc Hervé, donc le sénateur de Haute-Savoie, qui est avec nous. Vous pouvez lui poser vos questions en direct sur Instagram. Vous le faites par l'intermédiaire d'Instagram, mais évidemment, le live est retransmis en simultané sur Facebook. On voit déjà les commerçants s'affairer, enfin les commerçants, les restaurateurs, les bars s'affairer. Ça fait du bien de les voir préparer leur table, leur café. Vous les avez interrogés un petit peu? Ils sont comment sereins, inquiets? Ah ben moi, je suis en contact avec pas mal de restaurateurs avec qui je suis en contact depuis le début de la crise et qui trépignent d'impatience, qui sont prêts, mais qui se préparent. Et puis avec leurs représentants, notamment les fédérations et les syndicats d'hôteliers, cafetiers, restaurateurs, qui eux ont eu des demandes dans l'immédiat d'activité partielle, de chômage partiel, comme on dit, et puis qui maintenant poussent à la réouverture, et on peut le comprendre. Les grandes surfaces sont ouvertes, elles l'ont toujours été. Les lieux de culte sont ouverts depuis hier dimanche. Donc il faut qu'on ait une ouverture raisonnée, mais c'est une question aussi d'activité économique et aussi de vie sociale, parce que je pense pas qu'un pays, et en particulier le peuple français, soit un peuple tout à fait fait pour vivre cloîtré et sans jamais aller prendre du bon temps en famille avec des amis, même si ce sera moins de personnes en même temps. Bien sûr. Des temps de répit social, de convivialité qui sont vraiment au plus profond de nous, dans notre culture et dans notre relation aux autres. Donc vraiment, ça c'est quelque chose de très important. L'art de vivre à la française, comme on dit. Absolument. Et on a Michel Carte, qui est notre journaliste sur le Chablais, que vous devez connaître, monsieur le sénateur. Michel Carte, Michel, je me permets de te dire de rester en ligne. Je vais te prendre juste après, monsieur le sénateur, pour faire un point sur le Chablais, si ça ne te dérange pas. On parle donc des restaurateurs, monsieur le sénateur, des bars, des restaurants. La distanciation sociale, vous avez été dans déjà des restaurants en préparation, en cours de préparation. Comment ça se passe? Est-ce qu'on met du plexiglas entre les clients? Alors, ils étaient assez inquiets de trouver le matériel nécessaire. Et puis, pour être tout à fait juste, aujourd'hui, on tâtonne un peu parce que les référentiels ne sont pas tous sortis par secteur d'activité. Mais évidemment, c'est le fait de donner plus d'espace entre les tables, parfois de monter des cloisons plexiglas et puis d'avoir des limitations du passage, etc., pour limiter les choses. Et la question aussi sur laquelle je me suis beaucoup impliqué la semaine dernière, qui sont les questions de plein air. Moi, j'ai plaidé au Sénat la semaine dernière et je vais continuer à me battre là-dessus pour qu'on puisse donner aux maires la possibilité d'adapter des règles d'urbanisme ou des procédures d'urbanisme pour aller plus vite. Quand vous avez une terrasse de 100 places qui va atterrir à 30 places, comment est-ce que vous réorganisez votre terrasse, vos vérandas, vos espaces de restauration intérieure? C'est compliqué. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place sans oublier les règles d'urbanisme qui sont applicables en règle générale, mais se donner un peu de latitude et surtout gagner du temps, parce que le 2 juin, c'est demain matin. S'il faut faire une déclaration de travaux, un permis de construire, il faut préparer également l'hiver. Et les contraintes l'hiver dans des espaces pas les mêmes. sont pas tout à fait les mêmes et sont plus compliqués, mais les travaux vont se faire maintenant. Et donc, il y a un besoin de la part, et j'ai rencontré des hôteliers au GET, à l'initiative de Grégory Delchat, qui est le président des hôteliers des GET, pour qu'on ait cette discussion et qu'au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement, dans l'application des décrets, dans la prise de décrets, on puisse avoir des assouplissements en direction notamment des maires qui connaissent bien le terrain et qui sauront très bien faire la différence entre des projets qui valent le coup et des projets qui sont des projets plus d'opportunités. Alors, en ce qui concerne le Covid dans la région, vous habitez du côté de Cluse, me semble-t-il, dans la vallée de l'Arve. Là, je suis à Cluse, dans mon bureau. D'accord. J'étais pas loin. Ah ouais, vous étiez dans la vallée de l'Arve. Comment ça se passe après le déconfinement depuis le 11 mai? Est-ce qu'il y a une remontée des cas? Est-ce que c'est stabilisé après le déconfinement, évidemment? Non. Alors, au niveau national, hormis hier avec une légère hausse des hospitalisations, mais seulement 7 hospitalisations plus. Et puis c'est après le week-end surtout. Absolument. Non, la situation en Haute-Savoie et dans la vallée de l'Arve, elle est largement sous contrôle. Mais je pense qu'il faut rester vigilant, parce qu'on n'est que le 14e jour après le déconfinement. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir quand on sera le 14e jour, pardon, vous voyez, moi aussi ça m'arrive. Vous étiez moqué de moi, donc voilà. Le 14e jour après le premier week-end du déconfinement. Oui. Et donc le 11 mai, ça doit nous porter au 17 mai, donc ça veut dire qu'il faut, voilà. Donc on va être au week-end prochain, à la fin de la semaine, on saura s'il y a une reprise épidémique. Oui.
pour l'instant, les informations qu'on a sur les différents clusters font que les choses sont traitées. Il n'y a pas de péril en la demeure pour l'instant. Il n'y a pas de deuxième vague pour l'instant, mais restons prudents. Okay. Le virus a un comportement très bizarre et il y a des choses qui se sont passées dans différents pays. On a vu des choses réapparaître par région, aussi, c'est une maladie qui attaque beaucoup les personnes qui sont de milieux défavorisés. Et donc, il faut qu'on fasse très attention aux quartiers populaires et aux personnes qui sont un peu en marge de la société parce qu'ils sont beaucoup plus victimes du virus que nous autres. Monsieur le sénateur, en ce qui concerne les masques, qu'est-ce que vous en pensez? On a ce qu'il faut dans la vallée de l'Arve aujourd'hui, ça va plutôt bien de ce côté-là? Alors, pour les... En Haute-Savoie en général, je dis de la vallée de l'Arve parce que c'est chez vous, mais vous êtes sénateur de la Haute-Savoie, on est bien d'accord. On voit bien, moi j'ai participé à plusieurs opérations de distribution des masques de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec les mairies. Il y a eu aussi des opérations montées par les communes, y compris dans la vallée de l'Arve et à Cluses. Oui, on en a parlé avec Jean-Philippe Mas d'ailleurs. Oui, de fabrication de masques avec des couturiers ou couturières bénévoles. Et puis, on a aussi maintenant, et c'est bien, parce que moi, je n'alimente pas la polémique sur ces sujets-là, on peut trouver des masques dans le commerce. Et je trouve ça très bien parce que le masque en tissu, surtout quand il fait chaud, toute la journée, c'est très compliqué. Ouais, et ça a un microbe. Les masques dits chirurgicaux qu'on jette, et j'insiste là-dessus, qu'on jette ou qu'on lave quand ils sont lavables, il faut évidemment, c'est quelque chose qui est plus adapté à beaucoup de personnes. Ah, monsieur le sénateur, on a un problème de vidéo. Ah bon, voilà, vous êtes revenu. On avait été coupé 2 minutes. Oui. Voilà, ça va mieux. Je disais ces masques jetables qu'on retrouve dans le commerce sont vraiment très utiles et permettent d'équiper des personnes qui ont plus de mal avec un masque en tissu. Voilà ce que je voulais dire et c'est bien. Et le prix d'ailleurs dans les commerces baisse énormément et c'est tant mieux parce que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup inquiété les Français dans la période de confinement en se disant au 11 mai et dans les jours qui vont suivre, j'aurai pas de masque. Et en fait maintenant on en a et dans les familles. Je voulais le dire, les élus locaux font un travail considérable pour trouver des solutions pour les commerçants, pour les habitants, pour les personnes âgées, pour essayer de trouver toutes les solutions, fabriquer des visières, etc. Donc il y a eu une ingénierie des territoires, une intelligence des élus qui a été remarquable et que je tiens à souligner parce que c'était leur rôle. Ils étaient, pour certains d'entre eux, en fin de mandat et on leur a prolongé le mandat de 2 mois et ils ont fait ce travail là pour rassurer les Français et puis pour leur apporter des solutions très concrètes. Donc bravo les maires, les corps intermédiaires comme on dit. Absolument. Monsieur le sénateur, donc Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, je recentre pour les internautes. Les élections le 28 juin municipales, alors c'est pas encore sûr, ça sera selon la situation sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors mercredi au Conseil des ministres, le décret sera présenté pour la convocation des électeurs dans à peu près 5000 communes en France, 36 en Haute-Savoie, qui sont les communes où il y a besoin de faire un deuxième tour. Moi, j'étais assez inquiet sur cette décision, pensant qu'il valait mieux peut-être territorialiser la décision en disant là où on est en zone verte, où il n'y a plus beaucoup de problèmes avec les précautions sanitaires, faisons-le. Là où il y a plus de risques, peut-être reportons ça plus tard. Le gouvernement n'a pas fait ce choix-là. Le gouvernement souhaite que les élections municipales aient lieu le 28 juin. Effectivement, il y aura une revoyure 15 jours avant. Maintenant, moi, je crois que la démocratie, elle doit jouer son rôle. Les intercommunalités sont bloquées. Certaines communes vivent avec leur conseil municipal sortant et on est dans une espèce de période entre deux, entre un premier tour qui s'est arrêté le 15 mars et puis un deuxième tour le 28 juin. Donc maintenant, il faut que la démocratie prenne ses droits. La chose la plus importante, mais parce que peut-être que je viens de la commission des lois du Sénat, et que je suis très attaché aux libertés publiques, il faut que tous les Français qui aient envie de voter puissent le faire par procuration ou physiquement. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait une attention, et je le dis aux maires, mais ils le savent très bien, mais je le dis aussi aux candidats, il faut qu'on garantisse tous, et puis moi j'ai mon rôle là-dedans, comme tout le monde, comme tout citoyen, de faire en sorte que les Français puissent voter. Une élection qui sera à nouveau frappée par une abstention forte créerait des difficultés de légitimité. Mais je crois qu'en Haute-Savoie... C'est pas bon pour les élus, donc... oui. Quand je le dis, c'est beau, c'est pour l'avenir, pour le fonctionnement des intercommunalités, le fonctionnement des communes. Il faut qu'on ait un maximum de participation dans le respect de la distanciation sociale. Et moi, je vais par exemple faire une proposition qu'on étende les horaires
je pense notamment en ville, il faut vraiment qu'on ait une capacité de donner du temps pour accueillir peut-être plus de gens, peut-être jusqu'à 19 heures, peut-être jusqu'à 20 heures. On sera dans l'été, il fait jour plus tard. Et pour avoir voilà, une capacité de dire, eh ben, il y a moins d'affluence et de rassurer. C'est une proposition parmi d'autres, mais celle-là, Oui, tout à fait. rien. On l'a déjà expérimenté sur d'autres élections. Et donc, Oui. c'est une solution voilà, pour avoir un peu dans moins. les grandes villes, elle est expérimentée depuis des années dans les grandes villes et ça donne de la légitimité aux élections et aux électeurs et aux candidats surtout. Hein. Absolument. On a le grand nombre. Important. Hein. Je ne fais pas partie des gens qui disent les Français ne viendront pas voter. Je fais partie des gens qui disent il faut qu'on fasse en sorte que les Français puissent venir voter. Donc, c'est notre rôle d'électeur public. Sinon, on est là pour commenter l'actualité et pour parfois même la commenter avant qu'elle ne se produise. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mon rôle, c'est d'essayer de regarder comment, matériellement, on peut apporter aux 5000 maires des garanties. Par exemple, il y a une autre chose. Les élections auront lieu le 28 juin. Dans beaucoup de villes importantes, je pense à Annecy, à Thonon, ces bureaux de vote, ils seront organisés dans les écoles. Je n'imagine pas qu'on puisse reprendre l'activité scolaire le lendemain matin. Donc, c'est sûr que on a des ça se prévoit. Voilà, c'est tout un tas de choses tout à fait matérielles qu'il faut mettre en place pour garantir le maximum de précautions et de protection à nos compatriotes. Alors, vous montez à Paris, monsieur le sénateur, ce soir, si vous le pouvez. Wow. On discute de quelle loi, si ce n'est pas indiscret, demain au Sénat? Alors, il y aura beaucoup de débats. Un débat sur les ordonnances. On va habiliter le gouvernement à prendre de nouvelles ordonnances. Alors, vous savez, les parlementaires, nous, n'aiment pas qu'on fasse la loi à notre place. Donc, l'ordonnance, c'est quand le gouvernement prend la plume du législateur et écrit la loi. Donc, les députés ont déjà limité le nombre d'ordonnances. Nous, on va le limiter encore. Et puis, on aura mercredi 2 débats. Un débat sur le Covid, ou la Covid, on doit dire la Covid et le numérique. Et le soir, un débat sur l'application Stop Covid avec un vote qui permettra de donner au gouvernement une tonalité de ce que pensent à la fois les députés et les sénateurs sur ce sujet. Très bien. On se retrouvera, monsieur le sénateur, si vous le voulez, juste après la réouverture des bars et des restaurants pour en parler. Avec plaisir. Dans une quinzaine de jours, si vous êtes d'accord. Eh bien, avec grand plaisir. À très bientôt. Merci pour cette santé encore. Parce que 25 minutes d'interview, il faut y aller, c'est bien. Ben, c'est bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur le sénateur. Hein. Au et bon voyage à Paris. Hein. À bientôt. Au revoir. Et voilà, donc c'est Loïc Hervé. Évidemment, c'est le sénateur de Haute-Savoie. Je vous ai dit qu'on prenait Michel Carte. On va essayer de l'avoir tout de suite, Michel, pour nous parler un petit peu du Chablais. Alors, apparemment, je n'arrive pas. Si, peut-être. Allez, on va essayer. Michel Carte, est-ce qu'il va être avec nous? Je l'ajoute à la conversation. Très sympa l'interview avec Loïc Hervé. C'est bien de se tenir au courant de ce qui se passe. Ah, Michel a refusé, donc on ne l'aura pas aujourd'hui. C'est pas grave, on essaiera de le prendre dans la semaine pour les infos sur le Chablais. Autrement, pour tout ce qui est information, vous allez sur notre site, odsradio.com. Il y a tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe dans la région de Chambéry, d'Annecy, dans l'Ain, dans la vallée de l'Arve également. Je vous souhaite une très, très belle journée, un bon lundi. Nous sommes le 25 mai. Il fait 22 degrés dans la région. Merci d'être fidèle à ODS Radio. On va se retrouver pour un nouveau live mercredi à 11h et nous aurons le nouveau coach du hockey d'Annecy, les Chevaliers du Lac. Le nouveau coach qui vient d'arriver, qui va démarrer la saison aux côtés de